écouter. Donc, bon après-midi. Bienvenue à notre podcast de la petite enfance chez Ami Geste. Donc, ça me fait vraiment Merci. plaisir de te recevoir cet après-midi. Donc, je ne sais pas si tu voulais peut-être te présenter un peu l'OBNL pour laquelle tu travailles. Donc, je te laisse Oui. la place. Oui, ben merci de me recevoir aujourd'hui. Moi, c'est Marilyn Dion, puis je suis responsable des affaires publiques pour l'organisation Ma Place au Travail, qui est un OBNL qui, depuis 3 ans, œuvre en fait à visibiliser les difficultés bien réelles que peuvent rencontrer certaines familles à trouver une place en garderie et à essayer de trouver des solutions pour accélérer le processus, pour aider ces familles-là et accélérer le processus de la complétion du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance au Québec. OK. Fait que c'est quand même une bonne tâche, là. Je veux dire, Oui, on a quand même. effectivement. C'est le mandat est quand même gros. Puis dans le fond, ma place au travail, c'est parti d'un mouvement, c'est parti d'une maman, de ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu d'où Exactement. ça Oui, part? c'est ça. C'était en 2021. Puis c'est une maman de Kakuna, Myriam, qui, elle, était une future psychologue. Puis là, avait son jeune bébé. Puis s'est rendu compte que, ben, il n'y avait pas de place en garderie dans sa région. Et vraisemblablement, elle devrait quitter son emploi à la fin de son congé de maternité. Puis là, elle s'est dit, ben, ça n'a pas de bon sens, les Mhm, conséquences que ça a, non seulement dans ma vie, mais de réaliser aussi que, bon, c'était des jeunes qu'elle ne pouvait plus aider dans son travail. mhm, Bref, elle réalisait l'injustice un peu derrière ce non-choix. Et donc, elle a écrit un mot-clic sur les réseaux sociaux, Ma place au travail, et a créé un groupe privé en se disant, bon, ben, il y aura quelques dizaines de parents de ma région qui vont essayer de trouver des solutions. Puis finalement, ça a pris de l'ampleur très rapidement. Donc, elle a réalisé, en fait, le fait que ben il y avait vraiment beaucoup de parents dans sa situation, hein, des dizaines de milliers en fait. Et donc, ce mouvement citoyen qui a pris naissance a rejoint des dizaines de parents, des femmes qui sont devenues bénévoles aussi, quelques hommes aussi. Donc, c'était un mouvement qui était entièrement bénévole, qui est devenu un OBNL et puis qui, en l'été dernier, finalement, a reçu un financement d'une fondation privée et donc maintenant qui se bâtit une petite équipe permanente en plus de différentes bénévoles qui sont là aussi pour aider à porter cette mission-là finalement. Donc, ça a vraiment eu beaucoup d'évolution en 3 ans Ça a finalement. pris beaucoup d'ampleur. Tu sais, ça part d'un Oui, mot-clic sur les réseaux, puis ça. Bon, je veux pas dire dégénérer, là, parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est ça, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur en peu de temps quand même. Puis, c'est ça, tu le mentionnais, dans le fond, ça part de l'idée qu'on n'a pas de place en CPE, en garderie, pour notre enfant. Euh, Mis à part ça, est-ce qu'on a un autre mandat qu'on essaie d'accomplir? Est-ce qu'on essaie je pour sais pas, l'organisation, tu veux dire pour ma place au ouais, travail? ouais. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, si on doit résumer en une mission, là, en un Mhm. objectif, si on veut, Ouais. là, et donc ma place au travail pourrait dire, ben, mission accomplie, on n'a plus besoin d'exister. Ce serait que finalement, toutes les familles qui le souhaitent au Québec aient accès à une place en garderie de qualité et abordable. Donc, on parle aussi des garderies qui sont subventionnées Mhm. et de qualité, donc dans un environnement qui est bienveillant, Mhm. avec des professionnels de la petite enfance qui sont heureuses, qui sont formées, et un environnement, en fait, qui est bienveillant, qui est sécurisant pour l'enfant, qui l'amène à développer son plein potentiel Mhm. et qui a suffisamment de place pour toutes les familles qui le souhaitent. Donc, c'est vraiment plusieurs mandats, mais si on devait résumer en une grande mission, ce serait celle-là. Là. Encore une fois, c'est ça, grande mission, gros mandat On à a du pain sur accomplir. la planche. Ouais, Oui. c'est ça, du pain sur la planche. Fait à court, à long terme, est-ce que parce que, tu sais, c'est ça, si on se dit, ben mission accomplie, OK, mais c'est ça, c'est des grosses une grosse pointure à chausser. Mhm. Mais à plus court terme, comment tu dirais que vous travaillez vers cet objectif-là? Ouais. Ben, en fait, c'est vraiment de porter la voix des parents utilisateurs des services de garde éducatifs à l'enfance ou Mmh. des parents qui aimeraient utiliser Ouais. les services de garde éducatifs à l'enfance, mais qui n'ont pas de place, auprès des décideurs et dans l'espace public. Donc, c'est vraiment nous, on a des relations avec les différents partis politiques, avec le OK. ministère de la Famille, différents ministères au sein du gouvernement, Mmh. pour essayer ben, comment je pourrais bien dire ça, de s'assurer que le travail avance finalement Mmh. et de pointer parfois certains angles morts ou certains délais
ou certaines choses qui semblent peut-être incongruentes selon nous. Et donc, c'est aussi d'aller dans l'espace public puis de nommer les difficultés auxquelles font face les parents Mhm. pour porter cette voix-là finalement. Donc Mhm. ça se fait de toutes sortes de façons différentes, mais à tous les jours, là, ce qu'on fait, c'est vraiment de tenter de visibiliser ces défis-là auxquels sont confrontés les parents et de s'assurer que leur voix soit entendue auprès des décideurs. Mhm. Puis c'est sûr que ça a certains impacts, tu sais. En premier lieu, ben, de ne pas avoir de place, bon, de devoir garder notre enfant à la maison, oui, ça nous empêche de travailler. Mais à ton avis, est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels sont confrontés les parents, peut-être au niveau personnel, professionnel, bon, financière certainement, si on ne peut pas retourner sur le marché du travail? Est-ce qu'il y a plusieurs enjeux qui sont pris en considération ou on vise vraiment juste trouver des places? Non, c'est ça, c'est pas trouver des places, à tout prix. Puis Mhm. effectivement, dans ce réseau qui n'est pas complété, ben ça fait en sorte que plusieurs parents vivent plusieurs difficultés différentes. Mhm. Donc premièrement, il y a justement les parents qui, une fois leur congé parental terminé, réalisent que, bon, ils auront pas de place en garderie et dans la majorité des cas, ben c'est dans un couple, hétérosexuel, disons, ben c'est la femme qui va bien Rester à la souvent maison. rester à la maison pour prendre soin de notre enfant. Donc, Mhm. cette femme-là va, ce parent-là va quitter son emploi, va quitter ses études. Donc, évidemment, on a des conséquences financières qui sont évidentes. On a aussi des conséquences psychologiques dans le sens que c'est un stress immense de se demander à la minute où on a un petit plus sur un test de grossesse, ben qu'est-ce Mhm. que je vais faire? Est-ce que j'ai des options de multiplier les appels, les courriels, puis de se rendre S'inscrire sur compte la qu'on place n'a pas 05 puis de pas savoir si ça va donner quelque chose en bout de ligne, là. exact. C'est nous, on dit souvent qu'il y a des, la place 05 a eu des annonces de grossesse avant bien des familles parce que, tu sais, Ouais. c'est comme la première affaire quand on tombe enceinte de se dire: «Oh mon Dieu, il faut que tu t'inscrives tout de suite à Mhm. la place 05». Donc oui, c'est super stressant. Je pense que pour n'importe quel parent qui a vécu Mhm. ce cheminement, d'essayer de trouver une place, ben, c'est difficile. Donc il y a tous ces enjeux-là. Mais Mhm. après ça, il y a aussi les enjeux que lorsqu'on réussit finalement à avoir une place, ben, est-ce que c'est une place qui nous convient? Est-ce que Mhm. c'est une place qui est abordable pour notre famille? Est-ce qu'on peut se Mhm. la permettre? On sait qu'il y a des places en garderie qui sont non subventionnées, Ouais. mais malgré un crédit d'impôt qui est offert, ben, il y a un plafond finalement là, pour ce crédit d'impôt-là qui n'est pas ajusté aux augmentations ou au taux réel au montant par jour là, Mhm. pour une place en garderie, ce qui fait en sorte qu'il y a des parents qui payent extrêmement cher pour des places en garderie. Mhm. Donc, il y a ça qui est un enjeu aussi. Puis, il y a l'enjeu, ben, est-ce que je vais devoir faire 60 kilomètres pour aller porter mon enfant aller-retour? Est-ce Ouais. que la garderie me convient au niveau de, disons, la stimulation de mon enfant, les conditions? Est-ce que je Mhm. trouve qu'elles sont optimales? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que il y a un roulement de personnel qui fait en sorte que mon enfant a constamment Ouais. une nouvelle personne qui prend soin de lui ou d'elle? Ouais, c'est une autre Donc, il y a ça réalité, ça aussi, les aussi, enjeux là. de qualité. Ouais. Mhm, La pénurie de vraiment. main-d'œuvre qui vient comme jouer dans la balance aussi, tu sais, qui vient apporter un autre stress supplémentaire probablement, aux parents, là, tu sais, pénurie Exact. de main-d'œuvre dans ce domaine. Exact. Puis, tu sais, pour un enfant, je veux dire, son éducatrice, je prends le féminin pour Mmh. alléger mon discours, là, mais son éducatrice devient une figure d'attachement en Oui. soi, là, puis on sait à quel point c'est important dans la Mmh. petite enfance. Donc, même pour l'enfant, c'est important d'avoir une Ouais. stabilité. Il y a des milieux qui ferment aussi parce que les Mmh. conditions ne sont pas faciles. Je pense Ouais. notamment, tu sais, aux milieux familiaux. Donc, on se retrouve, on repart à zéro. Donc, c'est cette espèce de d'insécurité aussi que ça amène pour les Mmh. familles qui cause un stress supplémentaire. Puis ensuite de ça, ben, il y a d'autres enjeux. Il y a les enjeux, par exemple, d'enfants qui ont besoin de soutien particulier, Mmh. puis qui n'ont pas toujours accès à une place parce que c'est pas toutes les garderies qui ont Mmh. l'allocation d'intégration en service Mmh. de garde. Donc ça aussi, c'est des obstacles supplémentaires pour ces familles-là. Donc, le fait d'avoir un réseau qui est non complété, puis qui n'est pas, disons, uniformisé d'une certaine façon, ben, ça crée vraiment des impacts multiples là, pour les Mmh. familles. Là. Donc, c'est pas parce qu'on a une place que finalement, on a gagné le gros lot. Là. Ouais. Ouais. Puis
au quotidien, les parents, les familles, bon, puis même les autres personnes de la communauté, j'imagine qu'il y a moyen peut-être de s'impliquer dans cette mission-là, dans votre mission à vous. Comment est-ce que les parents, bon, qui disent: «OK, moi, j'ai pas de place, j'ai pas, les ressources nécessaires, je vois que ma place au travail fait un peu le chemin pour moi, trace un peu ce chemin-là. Comment est-ce que je peux épauler, appuyer ma place au travail en tant que parent pour, en bout de ligne, peut-être avoir la chance d'avoir une place à mon tour?» Ouais, ben, il y a plein de façons. C'est sûr que nous, justement, ma place au travail a commencé comme mouvement bénévole, puis Mmh. l'aspect bénévole et mobilisation est toujours très présent. Donc, il y a toujours des parents qui nous écrivent puis disent j'ai envie de participer, j'ai envie de m'impliquer. Il y a Mmh. différents degrés d'implication, tu sais. Mais par exemple, on peut aller autant dans l'implication dans un comité bénévole au sein de l'organisation que de participer à une mobilisation qui a lieu. On fait des mobilisations régulièrement, particulièrement à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une façon aussi d'arriver et de montrer ben, qu'on est là, qu'on Mmh. s'implique, puis que c'est un problème qui nous touche, tu sais, Mmh. finalement. Je donne un exemple, on a fait régulièrement, puis on continue à en faire des journées on a appelé longtemps les jeudis poussettes parce que c'était les jeudis. Donc, on invitait les familles sans place à venir avec leur bébé Mmh. à l'Assemblée nationale lors de la période de questions. Puis, tu sais, c'est une façon merveilleuse, je trouve, de visibiliser le problème auprès des décideurs de manière pacifique, avec un sourire, parce que, tu sais, on est dans les tribunes au deuxième étage, puis là, il y a une minute de silence avant la période de questions orales, puis là, on entend gagou, Ouais, les les petits bébés. petits, les petits bruits des bébés. Tous les décideurs se retournent, regardent, sourient. Donc, c'est Mmh. le genre de façon, de geste, si on veut, d'action de mobilisation qui montre je suis là, c'est important pour moi, Mmh. je veux qu'on mette de l'avant ce problème-là. Puis il y a plein d'autres façons. On reçoit toujours des témoignages qu'on partage sur nos différentes plateformes, Mmh. qu'on partage auprès de différents journalistes, par exemple, pour justement s'assurer que le problème ne tombe pas dans l'oubli, puis qu'on constate vraiment l'urgence de trouver des solutions pour ces familles-là qui vivent les conséquences en ce moment-là. Mmh. J'imagine que dans vos moments de mobilisation aussi, du moins la façon que moi je le perçois, ça doit être quand même, tu sais, visuellement parlant, tu sais, ça met une image. Plus il y a de familles, d'enfants, de parents qui n'ont pas de place, qui se présentent sur les lieux, j'ai l'impression que, oups, ben, ça nous met un peu la situation en plein visage, là, j'imagine. Exact. Fait Exactement, parce que des fois, au-delà des chiffres, tu sais, c'est difficile présentement, selon les plus récentes données du ministère de la Famille, par exemple, il y a environ 30 000 enfants qui sont en attente d'une place. Puis des fois, on lit des données, puis on se dit, bon, 30 000, bon, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? ouais. Mais de voir les familles qui sont là avec leurs enfants, effectivement, ça donne un effet de, ah, OK, vraiment, je constate là, devant moi l'ampleur de la problématique finalement. Là. Par exemple, là, le 2 juin, devant l'Assemblée nationale, on organise un sit-in familial. Donc, OK. toutes les familles sont invitées devant l'Assemblée nationale à venir s'asseoir, écouter des prestations musicales, des allocutions. Puis, c'est le genre d'image qui fait en sorte que, justement, toutes les familles assises devant cet édifice historique où siègent nos décideurs, c'est le genre d'image qu'on souhaite mettre de l'avant pour montrer justement les impacts que ça a là, pour ces familles-là. Puis, est-ce que vous avez des exemples, tu sais, parce que ça fait quand même 3 ans, comme tu disais, que ma place au travail, bon, c'est tisser une petite place justement au sein de notre société. Est-ce que vous avez des exemples de succès, de réussite peut-être que vous avez réussi à accomplir, dans ces 3 années-là? Ben, je pense que la plus grande réussite, c'est vraiment d'avoir montré que c'est une problématique réelle et Mmh. puis qu'il y a de montrer les visages de ces familles-là finalement et de pointer parfois des situations où il y a quelque chose qui fonctionne pas, que ce soit par exemple dans des délais administratifs qui sont trop longs, il y a quelque chose qui bloque, qui fait que, bon, un centre de la petite enfance, par exemple, pourrait ne pas ouvrir. Une famille où une mère ben, a dû quitter son emploi, puis elle est monoparentale, puis elle finit par devoir accéder au bien-être social pour pouvoir subvenir à ses besoins.
Donc, c'est vraiment de prendre ces histoires et de les apporter dans la sphère publique auprès des médias, par exemple, qui vont, bon, Mhm. faire connaître la situation au grand public, mais aussi auprès des décideurs. Donc, on a régulièrement des rencontres avec nos décideurs pour leur exposer, leur partager ces histoires-là, leur exposer des pistes de solutions aussi, hein, où est-ce que selon nous, il y a certaines choses qui pourraient être améliorées pour arriver vers ce but-là qui est la complétion du réseau. Donc, ces victoires-là, je pense que c'est vraiment d'avoir mis en lumière et de continuer de le faire, ces situations-là, pour pas que ça devienne un problème qu'on accepte, si on veut, Mhm. puis qu'on avance à pas de tortue. Là. Il faut vraiment démontrer cette urgence-là d'agir, finalement. Tu as mentionné, on leur amène parfois des pistes de solutions. En tant que piste de solution, qu'est-ce que vous avez pu peut-être trouver de votre côté? Qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? Mhm. Ben, il y a plusieurs pistes de solutions. Je pense qu'une des principales est de la valorisation des métiers d'éducatrice à la petite Ouais. enfance et des personnes, du personnel de soutien, des éducatrices spécialisées. Mhm. On ne pourra pas espérer compléter un réseau si on n'a pas une tonne de professionnels à la petite enfance qui sont là, puis qui ont un salaire, des conditions de travail qui sont à la hauteur de leurs responsabilités. Hein. Tu Mhm. sais, quand on y pense, on leur confie ce qu'on a de plus précieux. Puis moi, Oui. aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une garderie pour mes deux enfants et ils ont des éducatrices absolument extraordinaires, tu sais, qui vont nous aider Oui. carrément devenir une équipe avec la Ouais. famille pour développer le plein potentiel, des fois voir des petites situations, dépister des choses, de se Mhm. dire, je pense qu'on devrait travailler là-dessus, assurer la sécurité, le bien-être de nos plus Ouais. petits. Je veux dire, ça a pas de, ça a pas de, il y a pas de mots pour décrire à quel point c'est important, tu sais. Puis Bon, on on en sait que, parlait, ouais. On en parlait justement avec Sarah Hamel, une psychoéducatrice, récemment dans un autre oui, épisode. Puis elle le mentionnait, puis on en a discuté ensemble. Tu sais, à première vue, aux premiers abords, le client, entre guillemets, là, qu'on accompagne, c'est beaucoup plus le parent que l'enfant. Donc, comme tu le mentionnais, c'est d'être une équipe avec l'équipe éducative, avec les éducateurs, les éducatrices tellement. de nos C'est enfants. tellement important. Puis on sait dans la petite enfance, j'imagine que justement, c'est ce que vous avez abordé aussi, là, tu sais, à quel point c'est là que se passe, bon, le développement de l'attachement. Il y a plein Oui. de choses qui se passent, là. C'est tellement important, 0-5 ans. Donc, d'autant plus important que nos tout petits soient bien accompagnés et que justement, nos éducatrices, les éducatrices spécialisées, le personnel de soutien, eux aussi soient bien accompagnés parce que, ben, il manque, je pense, selon les plus récentes données, environ 13 000 éducatrices à embaucher pour compléter le réseau. Ouais. Donc ça, c'est sûr que la valorisation du métier, c'est Mhm. une solution qui est extrêmement importante. Après ça, il y a d'autres choses. Tu sais, il y a par exemple le fait que dans l'octroi des places, ben, est-ce qu'il pourrait avoir davantage de flexibilité Mm. dans certaines régions, par exemple, pour s'adapter plus à des situations précises plutôt que d'avoir un modèle de projection qui est uniforme pour l'ensemble de la province? Mhm. Parce que ben, ça fait que si on estime qu'on aura besoin de tant de places dans une région qui est plus éloignée, disons, avec des plus petites populations, ben, tu sais, s'il manque 20 places, bien que ce soit terrible dans n'importe quelle région du Québec, ben, dans une petite région avec une petite population, ça a des très gros impacts, Mhm. tu sais, ces 20 places-là. C'est exponentiel de par le peu de population, de par les Mhm. distances entre les régions, par exemple. Donc, c'est le type de solution qu'on amène au fur et à mesure aussi euh, des avancements du grand chantier pour les familles et qu'on propose en fait aux différents décideurs pour essayer de justement ben, avancer dans ce grand chantier-là finalement. Puis, à ton avis, je sais pas si tu te tiens porte-parole de ma place au travail, mais à ton avis ou à l'avis de ma place au travail, euh, quel rôle jouent les pouvoirs publics dans cette résolution-là de pénurie de place en garderie? Tu sais, c'est sûr qu'on parlait de certaines pistes de solutions, mais à ton avis, c'est quoi leur rôle ultimement là-dedans? Ben, c'est un rôle
primordial, en fait, là, extrêmement important parce que parce que c'est justement la complétion du réseau, des services de garde éducatifs Mmh. à l'enfance dépend du grand chantier pour les familles, qui a été lancé, par le gouvernement. Donc, la valorisation du travail d'éducatrice, Mmh. la rapidité de conversion des places non subventionnées vers les places subventionnées, un soutien financier temporaire pour les familles lorsqu'elles n'ont pas de place en garderie, la manière d'octroyer les places, la manière de soutenir, par exemple, les enfants qui ont besoin de soutien particulier, plus particulièrement. C'est toutes des choses qui sont dont le gouvernement a vraiment un pouvoir Mmh. sur ces éléments-là. Donc, son rôle est absolument primordial, là. C'est pour ça que, justement, pour nous, cette communication-là, cette relation-là est essentielle pour s'assurer que la voix des parents soit entendue dans tout ça, là. Mmh. Puis, peut-être pour ceux qui sont un peu moins au courant de ce qui se fait dans le secteur, puis auprès justement des instances politiques et tout ça, tu as nommé le grand chantier qu'a instauré le gouvernement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, ben oui, c'est le grand chantier pour les familles qui a été lancé en 2021 par le Mhm. gouvernement, puis qui a pour objectif finalement la complétion du réseau des services de garde éducatifs en l'enfance. Donc, en créant suffisamment de places, c'était 37 000 places qui doivent être créées, ou en tout cas qui devaient être créées au moment de la création du chantier. Mhm. C'est la conversion de places en garderie, c'est un nouveau guichet unique, donc la place 05, mais version 2.0. Donc, c'est toutes sortes de mesures comme ça pour avoir un plan de match finalement pour assurer la complétion du réseau. Et il y a des initiatives différentes aussi, comme par exemple des milieux de garde en communauté, dans les milieux de travail, etc. Donc, c'est intéressant de voir toutes les initiatives qui sont dans le grand chantier. Après ça, c'est de s'assurer que ce soit mis de l'avant, que ce Oui. soit fait, que ce soit priorisé pour que d'ici 2025-2026, qui devait être l'échéance du grand chantier, ben tous ces éléments-là soient complétés, là. C'est ça qui est le défi, je Ça arrive pense. rapidement quand même, C'est ça, 2025-2026, vraiment. ouais. C'est Ouais. comme demain matin, là. Ouais, Exact. effectivement, effectivement. Donc, on essaie de travailler en ce sens-là, j'imagine, là, de pair avec les instances gouvernementales et tout ça. Oui, 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 tout à Hem, fait. j'ai de mon côté, j'ai Éric, justement, un peu avant le podcast, qui me racontait que ça fait quand même un moment que c'est une problématique là, à laquelle on fait face. Bon, le mouvement de ma place au travail a débuté en 2021, comme tu l'as mentionné. Ouais. Les enfants d'Éric et Marie-Pierre chez Amigest, bon, sont rendus beaucoup plus vieilles, là. Donc, bon, fin secondaire, début cégep, si je ne m'abuse. Mais dans tous les cas, bon, je cherchais déjà une place à ce moment-là, il y a des dizaines d'années Mhm. de ça. De leur côté, avaient créé des petits CV, des petites cartes postales, des petites choses pour essayer d'inciter les milieux de garde déjà à accueillir leurs enfants. Donc, il y a bien des années de ça. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner aux parents qui luttent actuellement pour trouver une place en garderie pour leurs enfants, autre que de justement essayer d'amadouer les milieux de garde parce que bon, ça fonctionne pas nécessairement comme ça, là. Donner des muffins, des Ouais, non, c'est biscuits. ça. Non, c'est ça. Ouais, ben puis premièrement, ben j'ai beaucoup de compassion puis d'empathie pour toutes les familles qui traversent ça. Moi Mhm. aussi, je l'ai traversé pour chacun de mes 2 enfants, donc je Mm. sais à quel point ça peut amener des conséquences importantes dans nos vies, même de la détresse, là. Mhm. Je pense que mon premier conseil, ce serait vraiment de s'adresser aux élus de la municipalité, aux députés de notre circonscription, écrire des lettres à ces personnes-là, aller les rencontrer, écrire des courriels. Donc, je pense que la première chose, c'est vraiment de nommer la problématique et de montrer que comme citoyens, citoyennes, c'est quelque chose qui nous touche. Parce que c'est ça aussi, hein, veut pas, les décideurs sont élus par la population et doivent, en principe, écouter ce que la population leur nomme comme Mhm. problématique. Donc, plus les gens vont le nommer puis dire que c'est important, plus il va avoir une sensibilité à ce niveau-là, là, au niveau des décideurs. Donc, on va les sensibiliser à l'importance de cet enjeu-là. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis, la deuxième des choses, ben, tu sais, je pense que
Dans tout ça, il y a quand même des citoyens qui décident de ne pas attendre justement qu'il y ait des solutions qui soient mises en place au niveau des décideurs parce que des fois, c'est un petit peu long Mhm, et de se créer un espèce de réseau, que ce soit de support ou, tu sais, pour essayer de trouver des solutions. Il y a aussi mhm, de contacter, par exemple, les bureaux coordonnateurs de notre région qui peut nous assurer de voir s'il y a des possibilités, s'il y a des solutions, s'il y a des projets qui s'en viennent, par exemple. Tu sais, je sais qu'il y a des projets dans la communauté qui commencent à prendre forme et qui sont assez populaires. Donc, est-ce que c'est une option dans votre région? Je pense que de s'informer, c'est un autre élément qui est important. Puis finalement, ben, c'est sûr de mon Dieu, c'est vraiment de s'impliquer et de prendre en main ce sentiment de colère et d'impuissance, puis d'en faire quelque chose. Parce que sinon, si on reste avec ça, puis on, on sait pas quoi faire, on se retrouve mhm, sans place en garderie. Parfois, on peut vraiment se sentir euh, impuissant face à la situation, mais comme citoyen, on a ces ressources-là. T'sais. D'ailleurs, s'il y a des parents qui nous écoutent, là, je les invite à aller sur le site de Ma Place au Travail. Il y a un guide pour les parents où est-ce qu'on a OK. fait des outils de mobilisation citoyenne. On a fait un guide de ressources aussi pour les Mhm, parents pour qu'ils connaissent un peu les différents types de garde, qu'est-ce qui s'offre à eux comme option quand ils sont pris dans une situation où ils n'ont pas de place en garderie. Donc, c'est des outils qu'on rend disponibles pour les familles pour essayer de, euh, justement, les guider, les outiller dans tout ça. Et de notre côté, ben, on continue le travail justement auprès des décideurs. Mais c'est important de savoir que, tu sais, justement, l'organisation a débuté par un mouvement citoyen. Les citoyens, on a du pouvoir, en fait, là, dans notre communauté. Puis, faut pas hésiter à l'exercer, finalement. Là. Puis, votre clientèle cible, si je peux le nommer comme ça, c'est pas mal les parents, les familles. Est-ce que vous vous trouvez parfois à collaborer avec les milieux de garde, justement, les bureaux coordonnateurs ou notre clientèle, en fait, chez Amigès? Est-ce que vous vous retrouvez à collaborer avec eux parfois? Ben, en fait, nous, on va collaborer avec des organismes qui représentent les services de garde. OK. Parfois, ça nous est arrivé de travailler avec les bureaux coordonnateurs pour avoir certaines informations, pour avoir une meilleure, euh, comment je pourrais dire, une meilleure visibilité, en fait, un portrait de la région, par exemple, en termes de besoins. Mais c'est des choses qui, tu sais, là, étant donné qu'on a débuté justement à avoir une équipe permanente, à être un OBNL, bon, financé, Mhm, qui n'est plus porté par des mamans bénévoles à bout de bras avec un bébé sur la hanche qui travaillent les soirs et week-ends. C'est vraiment dans le type d'action et d'initiative qu'on va mener, justement, c'est de développer des partenariats avec l'ensemble des acteurs du milieu pour porter la voix des parents, puis mhm, aussi réfléchir ensemble à des solutions innovantes. Donc, je dirais que c'est des choses qui s'en viennent, des beaux projets, des belles initiatives, justement, de tendre la main à tous ces différents acteurs du milieu. Il y en a énormément mhm, pour s'assurer que, ben, on pense peut-être en dehors de la boîte, on s'assure de trouver des façons d'aider les familles, d'aider les professionnels, d'aider tout ce beau monde-là, finalement, à faire en sorte qu'on ait un réseau de qualité, complété. mhm. Ouais, Oui, c'est ça, parce que tu le disais tantôt, là, la complétion du réseau passe par la valorisation c'est ça. de la profession, passe par, c'est ça, de voir à ce que les éducateurs, les éducatrices, le personnel de soutien, tout le monde soit reconnu et se sente soutenu aussi là-dedans parce que c'est bien beau les attirer vers la profession, mais toujours faut-il les garder en poste aussi le plus longtemps possible puis qui Ben continuent oui. de vouloir être auprès de nos tout petits au quotidien. Euh, Comment est-ce que tu vois ou comment est-ce que ma place au travail voit peut-être la garde d'enfants au Québec dans un avenir, bon, plus ou moins proche, là? Quel changement est-ce que vous espérez voir prochainement? Tu sais, c'est sûr qu'avec le chantier pour les familles que tu nommais tout à l'heure, les changements devraient arriver, on le souhaite, d'ici 2025-2026. D'ici là, est-ce qu'on peut compter sur un nombre de créations de places? Est-ce qu'on peut compter sur l'ouverture d'un nombre de milieux ou quoi que ce soit?
Ben, je sais que, tu sais, le ministère de la Famille travaille activement à créer des places et le font, de manière constante, en Mhm, fait, là. Mais il y a aussi des milieux qui ferment. Donc, ce qui fait en sorte qu'au final, on est quand même avec une liste d'enfants en attente qui, mm, tu sais, ne bouge pas de manière significative ou du moins pas assez vite, à notre goût. mhm, Donc, nous, ce qu'on espère, c'est vraiment, premièrement, ben là, on sait que les éducatrices, par exemple, en petite enfance, sont en négociation pour leurs conditions de travail. Donc, on espère qu'il y aura des belles améliorations de ce côté-là parce que, comme on le disait tantôt, c'est tellement important de valoriser ces professionnels-là. Ensuite, ben nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment euh, une conversion des places non subventionnées vers des places subventionnées mm, pour s'assurer d'une égalité financière entre les familles qui est à une vitesse plus rapide qu'on est présentement mhm. parce que là, ben, cette année, c'était 1000 places là, qui étaient prévues à être en conversion, OK. alors qu'il en reste 56 000 à convertir. Là. Donc, il va falloir aller très vite. Donc, pour nous, Oui. c'est un investissement majeur qui devrait être fait. Mhm, Et ben, la création de places, on s'en sort pas. Je pense mhm. que non seulement il faut créer des places rapidement, mais peut-être trouver des façons de freiner les fermetures aussi, parce que si on remplit dans un seau, mais que ça déborde en dessous, ben Ouais. on s'en sort pas, tu sais, avec... faut trouver la façon de freiner justement ces fermetures-là pour baisser une fois pour toutes le nombre d'enfants en attente là, dans l'absolu là, sur les listes d'attente. Mhm, Et ben tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a beaucoup nommé, puis qui est pas un projet à court terme, à notre connaissance de la part des décideurs, mais qui serait tellement important, c'est est-ce qu'il y aurait pas des solutions pour aider les familles qui sont privées d'un revenu à 50 ou à 100 mhm, dans le cas des familles monoparentales, en les soutenant financièrement d'une façon ou d'une autre? Est-ce que mm, c'est en prolongeant, par exemple, le régime québécois d'assurance parentale? Est-ce mhm. que c'est en offrant un soutien financier temporaire? Au final, ce que je disais, c'est, tu sais, nous, c'est nos espoirs dans ce qu'il faut à quoi le réseau de services de garde pourrait ressembler à court terme, ou quelles pourraient être les solutions ou les choses qu'on souhaite finalement pour les parents qui fréquentent les réseaux de services de garde ou qui veulent le faire. Mais il manque simplement, tu sais, la volonté de prioriser ces différentes actions-là, finalement. Là. C'est ça, en fait, le nerf de la guerre, là, c'est de, tu Ouais. sais, une conversion, ça peut se faire, somme toute, assez rapidement. C'est une question d'investissement. Tu sais, les conditions de travail, ben, c'est aussi une question d'investissement Ouais. dans notre petite enfance. Donc, c'est vraiment, je pense, de faire de la petite enfance une priorité Mhm, et de mettre les actions qui vont avec là, pour s'assurer qu'on prenne soin de nos tout-petits, qu'on prenne soin des familles de tout-petits au Québec mhm. aussi. Là. Ben oui, puis les tout petits, en bout de ligne, c'est un peu notre avenir, tu sais. Fait que de s'assurer qu'ils ont des milieux de Exact. garde de qualité, qu'ils sont accueillis, que les familles sont accueillies, qu'on a un réseau qui est fort, qui est solide, mais ça nous promet peut-être, une société un peu plus, de qualité en bout de ligne aussi, j'ai l'impression. Puis d'autant plus les clientèles vulnérables, justement, Mmh. ce sont celles qui, dans les études, bénéficient le plus d'un environnement en service de garde en milieu éducatif qui est Mmh. bienveillant, qui est sécurisant, qui est stimulant. Il y a des réels progrès qui peuvent être faits, puis on voit en fait que quand les enfants arrivent à la maternelle, ben les leur développement global à ce moment-là, disons, là, ben, c'est un indice pour tout le reste du parcours Mmh. scolaire. Donc, tu sais, quand on y pense, là, le 0-5 ans, pour toutes sortes de raisons, ça a une influence énorme. Donc, c'est très important dans quel environnement cet enfant-là va se développer, va grandir finalement. Mmh. Parce que oui, toutes les familles bénéficient d'une place en garderie, en CPE, une place, bon, subventionnée ou non, mais je pense que, pour ces familles-là, peut-être un peu plus vulnérables, comme tu le mentionnais, ça peut être un facteur de protection en bout de ligne, là, tu sais, d'avoir, une sécurité Exactement, supplémentaire oui. pour l'enfant, d'avoir peut-être un point de vue différent aussi, un soutien, à la famille, aux parents, tu sais, quelqu'un sur qui, se poser, sur qui on peut se vers qui on peut se tourner, se référer, peut-être avoir de la documentation. Tu sais, reste que le personnel dans les milieux de garde, autant éducatrices que tous les autres, le personnel de cadre et autres, ont quand même une certaine, formation généralement, là. Donc ils ont les connaissances, Exact. ils ont les Ben oui. compétences pour accompagner les familles, donc ça peut réellement être un facteur de protection aussi,
auprès de Oui, ces puis on le familles-là. voit, par exemple, dans le programme, Agir tôt, tu sais, il y a Mmh. beaucoup d'enfants qui sont référés, qui ont été, tu sais, où est-ce que c'est une éducatrice dans un milieu de garde qui a commencé à dire comme: «Ah, ben je pense que ça pourrait être pertinent aux Mmh. parents de les aiguiller». Ça, Mmh. c'est des témoignages qu'on reçoit fréquemment. Donc, Mmh. tu sais, quand on pense quand même à l'importance de cette personne-là dans la vie de ces familles-là, Mmh. c'est vraiment, non négligeable, là. Non, c'est ça, parce qu'une professionnelle en petite enfance ne peut diagnostiquer, on s'entend, mais peut quand Non, c'est même ça. observer et quand même peut-être dénoter certains petits trucs, qui peuvent peut-être nous pister vers les Mettre la puce à professionnels. l'oreille, Ouais, c'est c'est ça, ça. vers les professionnels Exactement. qui Partager ses observations parce qu'il y a quand même tu sais, il y a une formation qui est là justement Mmh mh. pour s'assurer pour comprendre le développement de l'enfant. Mmh. Donc après ça, bien sûr, c'est de partager les observations puis d'être là comme c'est ça, vraiment comme un partenaire d'équipe avec la famille dans le développement de l'enfant, tu sais. Donc c'est super important, c'est tellement important. Oui, c'est ça, puis avec les milieux de garde, puis les professionnels et tout ça, comme tu le mentionnais, de partager les observations. Bon, depuis, assez récemment aussi, on a les portraits de développement là, qui sont obligatoires. Donc Ouais. de justement avoir cette espèce d'obligation-là, oui, mais de reconnaissance supplémentaire, à savoir que le personnel de garde, ben, ne sont pas que là pour, s'asseoir et jouer avec les enfants, mais observent au quotidien, appréhendent le prochain pas et accompagnent l'enfant vers ce prochain pas-là en tenant compte des enjeux, des défis, des forces de l'enfant aussi. Fait que, encore une fois, facteur de protection, je pourrais dire, Tellement, pour oui, oui, ces oui. enfants-là, pour ces familles-là, dont tout le monde pourrait bénéficier en bout de ligne. Ah oui, c'est clair, vraiment. Ben, écoute, Marilyn, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ma place au travail. Je sais que vous êtes présent quand même sur les réseaux sociaux. Là, ça part d'un hashtag, tout ça quand même. Donc, présent sur Oui. les réseaux sociaux, Instagram, Facebook à ma connaissance. Je ne sais pas si vous avez d'autres pages sur lesquelles vous êtes actifs. On a Instagram, Facebook, on a LinkedIn également, OK, on a un membership, qui est gratuit. Donc, les gens peuvent s'abonner, sur notre site web et puis on OK. peut envoyer des nouvelles, via infolettre Mhm, aussi. On a notre site web évidemment. Donc, on est très active là, dans nos communications et dans nos actions de mobilisation aussi. Donc, mhm. en suivant ces différents réseaux-là, on sait, quand il y a des développements, quand on a des rencontres justement avec les différents décideurs. On tient à jour vraiment sur l'actualité là, de la complétion du réseau, puis OK. l'actualité des services de garde en milieu éducatif de manière générale, là. Donc, voilà, c'est à suivre là, pour être au courant de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Ouais, puis je pense que ça peut être bénéfique aussi pour les parents, les familles. Je pense que dans les actions à poser vers j'aimerais avoir une place en milieu de garde, de rester informé, ben déjà, on fait un peu notre part là-dedans, j'ai l'impression, là, de savoir qu'est-ce qui se passe, puis quels sont ces avancements-là pour peut-être agir en ce sens-là aussi. Donc, définitivement, si vous avez un Oui, membership, on le oui. recommande, on le conseille aux familles, définitivement. Mais écoute, Marilyn, je te remercie vraiment pour ton temps. Je te remercie pour toutes les informations que tu as pu nous donner cet après-midi. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir reçu sur notre balado cet après-midi. Donc, on espère ben, vous voir sur les réseaux constamment, vous mobiliser et puis continuer vers vos objectifs, vers votre mission. Heu, vous faites un travail, quand même, monumental malgré tout. Puis, vous remplissez, de grosses chaussures. Une grosse pointure comme je le Mais mentionnais tantôt. merci, ben oui, puis c'était un plaisir. Merci vraiment de m'avoir accueilli. Puis oui, évidemment, suivez-nous, suivez l'évolution. Puis si vous êtes à Québec le 2 juin prochain, ben n'hésitez pas à venir nous rejoindre devant l'Assemblée nationale pour une belle avant-midi de mobilisation en famille. Merci Marilyn. Merci.